Le Tchad et Human Rights Watch publie son rapport sur la répression sanglante des manifestations du 20 octobre dernier à N'Djamena et dans plusieurs autres villes. Des manifestations contre le maintien de Mahamat Idriss Déby à la tête de la transition avaient tourné au bain de sang. Depuis, pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité des violences qui ont fait, selon les autorités, 50 morts, dont 15 policiers, et selon l'opposition, 300 morts et des centaines de disparus. Des enquêteurs de Human Rights Watch se sont rendus sur place en novembre. Ils ont interrogé des dizaines de personnes et le rapport est plutôt accablant pour le pouvoir. Esdras Ikomana. Il ressort de cette enquête que, contrairement aux accusations du gouvernement tchadien, les manifestants n'étaient pas armés, mais ils ont utilisé, je cite, des frondes pour lancer des pierres sur les soldats et ont mis le feu à des biens publics, selon Human Rights Watch, qui parle notamment de postes de police attaqués et de biens détruits. De l'autre côté, l'Organisation de défense des droits de l'homme assure que la violence à l'encontre des manifestants a été extrême et disproportionnée, puisque selon toujours ce rapport, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants, alors que d'autres ont été passés à tabac ou encore poursuivis dans des maisons et arrêtés. Et ces violences contre les civils ne se sont pas arrêtées au seul 20 octobre, explique Human Rights Watch, qui parle de centaines de personnes, dont des enfants acheminés par la suite vers le bagne de Korotoro, une prison de haute sécurité située au milieu du désert à 600 km de N'Djamena. Pour le moment, cette organisation reconnaît que son enquête au terrain ne lui a pas permis de déterminer le nombre exact de victimes de la répression du 20 octobre, mais ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé que les chiffres officiels, dit-elle en substance, en citant les ONG locales qui soupçonnent que certaines personnes sont toujours portées disparues. Enfin, le pouvoir avait assuré qu'au moins 15 forces de l'ordre avaient été tuées par les manifestants. Human Rights Watch n'a pas été en mesure, dit-elle, de confirmer les décès de policiers, malgré ses tentatives notamment auprès des autorités. Et nous allons écouter Lewis Mudge, le directeur de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale. Il a enquêté sur le terrain à N'Djamena en novembre et il revient sur son rapport. Il est l'invité d'Afrique Soir et il répond à Esdras Ikomana. Avant, pendant et après la manifestation, nous avons documenté plusieurs arrestations. Bien sûr, il y a certains gens qui étaient arrêtés sur le lieu de manifestation, mais également nous avons documenté plusieurs gens qui étaient arrêtés dans une façon complètement arbitrairement. Selon les témoignages que vous avez recueillis, il y a eu d'autres morts, notamment à Korotoro. Jusqu'aujourd'hui, nous avons causé avec certains gens qui viennent de quitter Korotoro. Ils ont vraiment peur. Ils ont peur de s'exprimer dans une façon ouverte. Ils ont dit que, tout d'abord, le voyage à Korotoro, c'était vraiment difficile. Les gens étaient tellement serrés dans le grand camion. Plusieurs gens, ils ont dit qu'il y a des cas de mort. Ça veut dire les victimes, suite à leurs blessures pendant les manifestations, ou bien ils sont morts sur place et leurs cadavres étaient jetés dedans. Ils ont parlé aussi de les gens qui sont morts dans le lieu de détention à Korotoro. Votre rapport parle également de nombreux cas de torture. Nous avons documenté malheureusement plusieurs cas de torture à N'Djamena. Nous avons vraiment pris le temps pour établir le fait par rapport de les gens qui étaient mis en détention à N'Djamena. C'est quelque chose complètement contre la loi internationale de garder les gens dans une école primaire, tout d'abord. Et secondo, de torturer les gens dedans, c'est trop loin. Le gouvernement a parlé d'une quinzaine de forces de l'ordre tuées par les manifestants ce jour-là. Est-ce que vous en avez eu confirmation dans votre enquête? Nous avons fait presque 10 jours à N'Djamena. Chaque jour, on a demandé par rapport de la police, les forces des ordres qui étaient tuées. Jusqu'à maintenant, on n'a pas des infos, même pas pour un seul policier. Donc, on continue de demander si vraiment il y a le policier qui était tué, si on peut avoir plus de détails par rapport de ça. Une quinzaine, je peux dire non, même pas un d'eux. Le gouvernement tchadien a accusé les manifestants d'avoir mené ce jour-là une véritable insurrection armée. Est-ce que cela a été confirmé par votre enquête? Non. Négative. Nous n'avons pas documenté une insurrection. Bien sûr, il y a certains gens, jeunes on peut dire, qui étaient excités par rapport de le jour. Bien sûr, il y a certaines violences qui est fait, particulièrement à Walia, contre le commissariat. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut pardonner. Hein. Ça, c'est quelque chose de grave et on doit inquiéter par rapport de ces gens. Mais quelque chose
organisé, quelque chose bien planifié. Nous n'avons pas documenté ça. Lewis Mudge, le directeur de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale avec Esdras Dikoumana. Les transformateurs bloqués au siège du parti avant d'être arrêtés, torturés puis déportés à Korotoro et enfin libérés. Le témoignage de ce ex-détenu de Korotoro fait froid au dos, conditions pénibles de voyage, difficile de s'hydrater et de s'alimenter. Bref, les traitements inhumains et dégradants étaient leur lot quotidien. Il est interrogé par Mbaïnessem Fulbert. La nuit du 19, on nous a bloqués au siège des transformateurs jusqu'à nous surveiller le 21 vers les 5 heures. Ils ont sauté le mur du siège. Quand ils ont entré, ils nous ont ramassés tous. Ils nous ont torturés même là-bas. On a essayé sur les escaliers, tout et autres là. Il y avait du sang partout. Il faut qu'on montre les caméras de surveillance, les sous-sols. Donc c'était comme ça, on nous a conduit premièrement. CG d'Abéan là. De là-bas, c'est les coups de bâton, tout et autres, même les tirs à balles réelles. Parce qu'il y a certains qui ont tenté de fuir et tout. Ils nous ont vraiment torturés là-bas. Après, ils nous ont attachés comme des motos. Vers les 8 heures là, jusqu'à 22 heures, ils sont venus nous sortir, emballés comme des choses dans les véhicules là. Ils nous ont conduits dans une direction inconnue. On s'est retrouvés au bord du lac. Ça, c'était autour de 1 heure, 2 heures là-bas déjà. De là-bas, ceux qui sont en bas, ils n'arrivent même pas à supporter le poids. Ils ont pleuré ils ont rendu là. Et après, ils nous ont demandé, nous les vivants là, de se lever et courir un à un. Ils vont nous tirer pour nous jeter dans l'eau. Mais nous, on a refusé. Et en discutant là, le chef a reçu un coup d'appel. Et il a dit, comme ça, on a la chance, donc il faut qu'on repart à N'Djamena. À partir de 5 heures là, ils croyaient que voilà, les gens vont nous identifier là. Ils nous ont masqués avec des potes-potes, comme des cochons comme ça, pour nous ramener au commissariat central. Le commissariat central, quand ils nous ont descendus avec les cadavres là, eux, ils repartent. Et le commissaire est revenu, il dit que non, lui ne peut pas prendre ses responsabilités. Il a appelé partout et les gens de CSP3 qui sont venus nous ramasser. De CSP3, 22 heures encore, ils sont revenus pour nous conduire au camp des GNT. Il y avait leurs gros véhicules Ben là, au nombre de 5. Et là-bas même là, les militaires sont remplis le camp avec les bâtons. Et pour te sauver, tu vas te sauver dans le Ben là-bas. Plein, ils nous ont encore conduit vers une direction inconnue. Arrivé jusqu'à Mosoro. De Mosoro là-bas, Dieu a fait un miracle. Il y a un avion qui est passé tout près de nous. Après encore, il y a un appareil aussi qui est passé. Et de là, ils se sont arrêtés pour discuter. Sinon, leur première intention, c'est de nous conduire dans le désert et nous éliminer tous. Et c'est le plan B qui est de nous amener à la maison d'arrêt de Korotoro. Et les 2 jours qu'on a fait en route là, on n'a rien mangé ni boire. Donc la soif et la faim a fait que beaucoup d'entre nous sont tombés, sont morts comme des mouches, comme ça, à nos pieds dans le véhicule en roulant. Comment ça s'est passé à Korotoro? Là-bas, la condition, le manger même là, c'est de manger qui va t'affaiblir. Les 2 semaines et quelques là, on dort comme ça sans natte. Dès novembre d'abord, les gens de CICR, c'est eux qui sont partis pour nous donner les nattes d'une place avec les couvertures. Et nous ont donné les petites boules de savon là, 5-5. C'est comme ça on a géré. On ne mange pas. On est obligé de prendre les boules de savon là, échanger avec les anciens prisonniers là, ceux qui fument, ou bien prendre des cacahuètes avec. On marche même presque nu. On nous a mis avec les anciens prisonniers. Ils ont formé les anciens prisonniers là contre nous encore. C'est des tortures nuit et jour. Le procès déroulé ce jour à Korotoro n'est qu'une farce, mais cela, affirme-t-il, n'entame en rien sa détermination de continuer à lutter pour la justice au Tchad. Nous l'écoutons une fois de plus. Korotoro, c'est de torture. On a fait presque 3 semaines et quelques jours d'abord. Ce sont les gens de CICR qui ont lamenté comme ça pour qu'on nous déménage de Korotoro 1 là vers Korotoro 2, 12 novembre. Le manger même là, ils vont préparer depuis 10 heures. Ils vont exposer comme ça aux poussières jusqu'à pour vous donner à 19h ou 20h. Et la fraîcheur même est entrée, ça fait que de jour en jour on tombe malade, de jour en jour on meurt. On a organisé des procès là-bas. Comment ça s'est passé? Ce n'est même pas du procès. Ça, c'est des tamboulas. Et là-bas, quand tu veux parler même là, on te terrorise. Les procureurs et autres là, on te gronde, on fait des choses où ce que tu n'as même pas fait, mais là, on te force à dire que voilà, ça là, j'ai fait. Or, ils ont amené des armes à feu, les armes blanches, tout et autres, pour dire que voilà, ça là, c'est ton arme que tu as utilisée pour faire un crime avec. Et quand tu veux te défendre de ces côtés-là, on te brutalise. Ça fait que certaines personnes là ont peur et ils ont affirmé ce qu'ils n'ont rien fait même. Comment ça s'est fait votre retour à N'Djamena? Notre retour à N'Djamena, après leur procès là, c'est comme si c'est du tambla. Si tu es chanceux, on dit que voilà, tu es sorti avec sursis de 18 mois ou de 12 mois. Il y a ceux qui sont aussi déclarés non coupables. On était au nombre de 116. Et si aujourd'hui on est arrivé ici, à N'Djamena, 150 quelques là, ils ont ramassé les gens de rafle. Ça c'est leur terme. C'est-à-dire ce sont les gens qui étaient arrêtés ici dans des commissariats depuis août, septembre là-bas. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens toujours pas bien. Quand moi je suis descendu ici, c'est comme si dans mon ventre là, il y a des épines. J'ai uriné là. La couleur c'est du Coca-Cola comme ça. Je n'arrive même pas à dormir.
j'ai préféré d'aller faire l'examen général. Ils ont fait, mais je suis dépourvu de moyens. Nous, on ne revendique pas grand chose. On veut qu'il y ait la justice dans notre pays et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, je suis en vie là, c'est pas parce que moi je suis fort, mais c'est parce que je lutte dans la justice que Dieu m'a protégé malgré toutes les tentatives. Si j'ai encore le souffle de vie, je veux absolument que ce pays change. Justice tient un moyen d'oppression ou instrument de torture entre les mains des autorités. Interrogation soulevée due et commandée par les événements que connaît le pays depuis plus d'1 an. Les familles des personnes tuées sous la transition n'ont que douleur et colère à cause de la justice juste et équitable qui tarde à venir au Tchad. Quand la justice populaire ou privée et le règlement de compte chez certains groupes sont en passe de prendre le dessus sur la justice institutionnelle, il y a quoi à interpeller la conscience de plus d'un Tchadien, le regard critique de Dukoldian Bayroma. La justice tchadienne est-elle encore ou reste un dernier rempart contre l'arbitraire ou un bouclier protecteur des faibles contre les mains des plus forts qui écrasent? Une justice dont les mailles laissent échapper des bourreaux ou courir des criminels, invétérés et de tout poil dans la nature après des graves forfaitures. D'Abéchi à Sandana en passant par Mangalmé, N'Djamena, Léo, Kelo, Mundu et autres localités, les parents des personnes tuées crient leur douleur et attendent avec un regard vide de la justice. Où sont passés les tueurs? Un peuple presque de désespoir. Voilà ce que sont ces victimes qui subissent le ligotage moral depuis plus d'1 an. Alors que jusque-là, l'appareil judiciaire présente les signes d'un malade grabataire et imprime ses marques par des gibbosités à mettre le grappin sur ses énergumènes. On semble affirmer de manière péremptoire que ce troisième pouvoir, qui doit être le dernier recours, reste un moyen d'oppression et un instrument de torture entre les mains d'une oligarchie rayante. Ces carriéristes en costume 3 pièces font du péril des autres à travers la justice leur pain béni. Des années passent, se succèdent avec des crimes qui sont perpétrés dans l'impunité dont la promotion est en vogue. Les humiliations subies du fait des injustices créées au sein de la justice elle-même sont des éléments conflictogènes et qui doivent être pris très au sérieux. Lesquels on juge, condamne et met en prison au Tchad, et qui sont ces personnes-là ayant des pieds et mains salis qui polluent le vivre ensemble. Et si le troisième pouvoir qui condamne le règlement de compte entre individus est sélectif, partial et juge en regardant la tête des individus ou selon leur poche, le peuple est alors exposé à l'arbitraire de toutes sortes. Les tueries enregistrées sans condamnation effective de ceux qui les ont commises en sont une parfaite illustration.